Bonjour, je vais commencer aujourd'hui là où docteur Larry Dadamaj avait euh, arrêté, ok, c'est-à-dire au paragraphe stéroïdio, jeunesse folliculaire, page 54 dans votre texte. Mais avant, je voudrais en fait vous donner une notion ou quelques notions importantes à propos donc de la croissance terminale, ok, de ces follicules privilégiés ou follicules recrutés au début de cette phase folliculaire qui débute bien sûr au jour J1 du cycle ovarien. Ok. Ces notions importantes sont en fait euh, le contrôle neuroendocrine, ok, le contrôle neuroendocrine de de cette activité ovarienne. Premièrement, comme chez le mâle, d'accord, je vous ai expliqué comment ça se passe, ce contrôle neuroendocrine. Chez le mâle, c'est exactement la même chose chez la femelle. C'est-à-dire, l'activité ovarienne, elle est dépendante, ok, de cet axe hypothalamo-hypophysaire. C'est-à-dire, tout simplement, la GnRH, qui est produite donc par ces neurones hypothalamiques, ok, elle va donc être emmenée par le système porte hypothalamo-hypophysaire vers les cellules à FSH et LH dans le lobe antérieur de l'hypophyse, d'accord, l'antéhypophyse, pour stimuler ces cellules, et ces cellules vont donc sécréter d'une part la FSH et la LH qui vont donc gagner la circulation sanguine générale vers l'ovaire pour stimuler donc l'ovaire. Ça, c'est la notion que vous devez la connaître comme exactement chez le mâle. La deuxième notion qui est aussi importante, qui n'est pas peut-être expliquée dans le texte, je vous montre ici cette montée, ok, progressive, surtout de la FSH. Voilà donc la courbe de FSH et la courbe de LH, les hormones hypophysaires. D'accord? Donc LH et FSH. Regardez ici à la fin de la phase lutéale du cycle précédent. Comment l'augmentation progressive, ok, du taux de FSH, ok, dans la circulation générale, bien sûr, elle va donc être à l'origine de recrutement, ok, de follicules privilégiés ou les follicules recrutables, d'accord, dont la taille, elle vous a expliqué, Dr Narida, elle est comprise entre 2 et 5 millimètres. D'accord? Donc, cette augmentation, je répète, cette augmentation, pardon, du taux de FSH à la fin de la phase lutéale du cycle précédent va être à l'origine du recrutement des follicules recrutables ou bien les follicules privilégiés, ok, au jour J1 du cycle suivant. D'accord? Voilà, ça, c'est une première notion qui est très importante et qui montre euh, le contrôle neuroendocrine des hormones donc hypophysaires. FSH, bien sûr, elle est à elle seule, elle est suffisante pour ce recrutement, pour la croissance folliculaire initiale, mais LH, elle est aussi indispensable pour l'expansion antrale. D'accord? Les deux, en fait, gonadotropines, les deux, ok, vont stimuler cette croissance folliculaire et vont surtout la LH après, pendant la phase folliculaire, la deuxième période de la phase folliculaire, va en fait amener ce follicule vers l'ovulation, ok? La phase d'ovulation. La
Voilà donc ces 2 notions très importantes à propos du contrôle neuroendocrine et à propos donc du rôle de cette augmentation progressive de la FSH à partir de la phase lutéale précédente pour donc commencer et initier un nouveau cycle ovarien. La deuxième chose, et je crois que c'est, déjà expliqué par docteur Jaharida, à propos donc de, la localisation des récepteurs LH et FSH au niveau de ces 2 compartiments cellulaires, c'est-à-dire, le compartiment de la granulose et les cellules de la thèque interne. D'accord? Ces récepteurs, comme vous le savez, apparaissent au stade de follicule préantral tardif et anthro, OK, et anthro, précoce et sont localisés respectivement. Les récepteurs FSH se trouvent exclusivement au niveau des cellules de la granulosa, alors que les récepteurs ALH se trouvent au niveau des cellules de l'attaque interne. OK? Donc, pardon, excusez-moi, au niveau des cellules de l'attaque interne. Vous voyez ici, au niveau donc du follicule sélectionné, par suite le follicule qu'on appelle dominant, OK? Ce follicule sélectionné qui sera ultérieurement le follicule dominant, qui est le seul à évoluer et à ovuler, OK, au jour 14, il va donc acquérir des récepteurs à LH et sera donc dorénavant doublement stimulé par LH et FSH. D'accord? Donc voilà concernant la localisation des récepteurs à FSH et les récepteurs à LH. Maintenant, Heu, ces 2 hormones ont des conséquences différentes sur l'activité de ces 2 types de cellules. Quels sont, les différents rôles, si je peux dire, de FSH d'une part et de LH d'autre part? Je commence par les, différents rôles, si vous voulez, les différents rôles de FSH. FSH, elle induit ou elle est responsable: 1, de la synthèse de ses propres récepteurs. 2, la synthèse d'une aromatase et la stimulation de cette enzyme aromatase. L'aromatase, vous savez très bien, elle est responsable donc de la conversion des androgènes en œstradiol. D'accord? La FSH aussi, 3, elle stimule la multiplication des cellules de la granulose, donc en stimulant يعني elle induit l'index mitotique en stimulant l'implication des cellules de granulosa. Elle va donc stimuler la croissance folliculaire, augmentation de taille du follicule. 4, elle induit la synthèse d'inhibine. D'accord? On va voir le rôle de cette inhibine, que ce soit l'effet paracrine ou l'effet endocrine de l'inhibine. 5, elle induit la synthèse des récepteurs ALH en fin de phase folliculaire, durant donc la période tardive de cette phase folliculaire. 6, l'FSH. La FSH et les œstrogènes stimulent aussi la prolifération des cellules de la granulose. N'oublions pas que la FSH stimule aussi, OK, la synthèse, OK, du liquide folliculaire qui se trouve alors dans la cavité antrale. D'accord? Donc, voilà les différents effets de cette FSH, les effets très importants et fondamentaux pour la croissance et la maturation folliculaire. Maintenant, quels sont les effets de la LH? La LH, elle induit donc au niveau de la thèque interne euh, la synthèse et la sécrétion des androgènes qui sont, comme vous le savez, qui sont acheminés, OK, vers les cellules de la granulose à travers cette membrane de Slavjanski, OK, la membrane basale. 2, en fin de phase folliculaire,
cet LH induit la rupture des liaisons entre corona radiata et ovocyte. OK? Donc, en fin de phase folliculaire, et un LH, elle est responsable aussi, surtout le pic de LH est responsable de l'ovulation. On va voir ça tout à l'heure. Comment sont ces changements, OK, qui sont subis par ce pic de LH pour conduire ce follicule préovulatoire vers l'ovulation, les changements au niveau nucléaire et au niveau cytoplasmique, OK, ainsi qu'au niveau folliculaire. Et cette LH aussi, elle va induire les cellules du corps jeune à sécréter la progestérone. N'oublions pas que la progestérone, l'utilisation de ces cellules de la granulose a, sous l'effet de LH, a synthétisé la progestérone, même en faible quantité, OK, et ça se fait avant, OK, l'ovulation et en quantité très, très grande durant la phase lutéale. La progestérone qui est sécrétée, OK, avant l'ovulation est nécessaire en fait, semble être nécessaire à l'ovulation. On va voir son rôle, OK, lorsqu'on va aborder l'ovulation. Voilà donc l'effet, si vous voulez, endocrine de FSH et LH au niveau de l'activité ovarienne. D'accord? Donc, la FSH et LH qui stimulent la synthèse des stéroïdes au cours du stade antral, comment ça se passe? Comme j'ai dit, la FSH qui se trouve, ou les récepteurs FSH qui se trouvent exclusivement au niveau de la membrane cellulaire de la granulose, OK, va être responsable de l'aromatisation des androgènes, OK, en œstradiol. Donc, la cellule de la granulose, c'est elle qui est responsable de la sécrétion d'œstradiol. D'accord? Alors que, les cellules, ou la cellule de la tech interne, elle est responsable de la production de ces androgènes. OK? Elle est responsable donc de la production de l'androgène. Maintenant, cette production en fait de ces stéroïdes, OK, elle est amplifiée de ces androgènes et de ces œstradiols, OK, de l'ostradiol, elle est vraiment amplifiée par l'effet paracrine. Maintenant, je rentre dans le contrôle paracrine de cette activité ovarienne au niveau de la stéroïdogénèse folliculaire. D'accord? En fait, ces follicules ovariennes ne sécrètent pas seulement des hormones stéroïdes, mais aussi, OK, des glycoprotéines, d'accord, et d'autres facteurs comme les facteurs de croissance, d'accord. Et comme ça, on va voir quels sont ces différents effets de ces euh, facteurs paracrines. Donc, euh, en plus de cette libération systémique de ces stéroïdes dans la circulation sanguine générale, les androgènes jouent aussi un rôle intrafolliculaire local très important. Comment? Les androgènes. Tout d'abord, les androgènes, donc, on sert, comme on avait dit, ces androgènes servent, comme on avait dit, comme substrat pour la conversion, de ces androgènes en œstrogènes. 2, et ceci en synergie avec les FSH. Les androgènes stimulent la prolifération des cellules de granulose et par suite la croissance folliculaire. Ces androgènes 3 stimulent l'activité aromatase. D'accord? Donc, ces androgènes, dont ces 3 effets que j'ai mentionnés, vont augmenter alors la production, OK? C'est la production de ces facteurs paracrines et en même temps,
les œstrogènes eux-mêmes vont stimuler la prolifération des cellules de granulose. Yani, plus ces androgènes sont fabriqués et synthétisés par la cellule d'attaque interne, et plus cette granulose, cette cellule de la granulose, elle convertit les androgènes en œstrogènes, d'accord? Il y a ce qu'on appelle donc une, un système, si vous voulez, de rétrocontrôle positif local, d'accord, sur la croissance folliculaire et la stéroïdogénèse folliculaire. OK? Donc, les androgènes qui stimulent l'activité aromatase, c'est-à-dire production d'œstradiol, les œstrogènes, essentiellement l'œstradiol, stimulent la prolifération de la cellule de granulosa, d'accord? Donc, on a de plus en plus sécrétion de ces œstrogènes et de ces androgènes, amenant donc à la croissance et à la maturation folliculaire qui va nous amener au vers le 7e jour à peu près, vers la sélection, OK, sélection de l'un de ces follicules recrutables, ce qu'on appelle donc le follicule dominant, et ce follicule dominant, il va continuer son chemin vers l'ovulation. D'accord? Donc, la production de ces stéroïdes et la croissance folliculaire, c'est pour cette raison, on dit que ces 2 phénomènes sont intimement et étroitement liés. OK? Mais les stéroïdes ne sont pas les seuls, en fait, comme j'avais dit. Les stéroïdes ne sont pas les seuls qui sont donc produits, si vous voulez, et les seuls agents paracrines dans ce follicule antral. OK? Il y a production de plusieurs variétés de cytokines, dont je vais mentionner l'exemple du système IGF, Insulin Growth Factor. OK? Par exemple, comme c'est mentionné dans votre cours, l'IGF-1 et IGF-2. IGF-1 et IGF-2 sont en fait sécrétés par les cellules à granulose sous l'action de FSH. IGF-1, il stimule la production d'androgènes par les cellules de l'attaque interne, et IGF-2 stimule l'aromatisation de ces androgènes en estradiol, ok, par les cellules de la granulose. OK? Donc, ces cytokines comme IGF-1 et IGF-2 vont aussi contribuer à la stéroïdogénèse et à la croissance folliculaire et la maturation et la formation, si vous voulez, la sélection d'un follicule dominant. D'accord? Heu, la jusqu'à en fait, la formation, si vous voulez, ou la production d'un pic œstradiol, OK? Qui sera ce pic œstradiol qui sera à l'origine des 2 pics ovulatoires, du pic LH et FSH. Mais il faut mentionner qu'il existe en fait un équilibre entre les cytokines. D'accord? Ce ne sont pas tous les cytokines qui stimulent ou qui soutiennent la croissance folliculaire. En fait, il y en a des cytokines qui soutiennent et stimulent la croissance folliculaire, et ces cytokines qui stimulent la croissance folliculaire euh, fonctionnent en synergie avec la FSH et les androgènes. OK? Comme l'exemple que je vous ai donné, le système IGF, OK? Ou l'inhibine, comme effet paracrine de l'inhibine, alors que les cytokines qui ont un effet de freiner ou bien de déprimer le développement ou la croissance folliculaire favorise l'atrésie, comme par exemple le TNF, Tumor Necrosis Factor Alpha, AMH, vont donc être à l'origine de l'atrésie des follicules qui sont entrés, parmi les follicules recrutables qui sont entrés à partir du jour J1. Donc, euh, pour terminer avec ces cytokines, les cytokines doivent être en équilibre,
OK, doit être un équilibre entre la partie ou le groupe de cytokines qui stimule la croissance folliculaire et le groupe de cytokines qui plutôt freine. OK? Il y a cette régulation entre ces 2 groupes de cytokines qui freine alors la croissance folliculaire, arrête donc heu ces follicules vont être atrétiques, vont entrer dans l'atrésie, OK? Et cet équilibre, doit être bien régulé pour que un seul follicule, OK, le follicule sélectionné, qui est le follicule dominant, domine, OK? Et continue son chemin vers, l'ovulation. D'accord. Voilà donc, à propos du contrôle neuroendocrine. J'ai établi, heu, les, effets, si vous voulez, de FSH, ainsi que les effets de LH, d'accord? Ça, c'est le contrôle neuroendocrine. Le contrôle paracrine, j'ai donné donc comme exemple, et je me limite à cet exemple parce que c'est mentionné dans votre cours du système IGF, Insulin Growth Factor, et j'ai terminé avec l'équilibre qui existe entre ces différents cytokines, ok, cet équilibre qui se trouve, cette régulation sous contrôle, ok, entre les cytokines qui stimulent cette croissance folliculaire, ok, et on a donné comme exemple les IGF et l'inhibine, et entre les cytokines qui freinent, ok, la croissance ou le développement folliculaire, donc favorisent l'atrésie. Et j'avais donné comme exemple, et c'est écrit dans votre cours, l'hormone antimularienne et le TNF-alpha, Tumor Necrosis Factor. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe par rapport au contrôle neuroendocrine et paracrine de l'activité ovarienne. Avant de terminer, il ne faut pas oublier, il faut noter que il y a aussi, au cours de la croissance ou la phase folliculaire, OK, du cycle ovarien, il y a production de 2 types d'inhibines. Je vais parler d'un type d'inhibine qui n'est pas mentionné dans votre cours, c'est l'inhibine B, en fait, OK? L'inhibine, B, les 2 en fait, inhibine B et inhibine A, sont produites par les cellules de la granulose. Mais l'inhibine B, la production de l'inhibine B, il est stimulé par FSH uniquement, alors que l'inhibine A, elle est stimulée par les 2 hormones hypophysaires, FSH et LH. Donc vous voyez très bien, puisque l'inhibine est exclusivement, sécrétée par la granulose, l'inhibine B, elle fonctionne en fait, cette inhibine, pendant la phase folliculaire, pendant presque toute la phase folliculaire. OK? Alors que l'inhibine A, elle prend le relais dans le follicule préovulatoire, c'est-à-dire ce follicule préovulatoire, il a déjà acquis et fixé ses récepteurs LH sur les cellules de la granulose. OK? Et c'est cette inhibine A qu'on va la retrouver donc pendant, la phase lutéale. OK? On va voir comment cette inhibine, comment elle va jouer un rôle dans l'inhibition donc de FSH durant la phase lutéale. OK? Voilà donc en gros en ce qui concerne cette sécrétion ou bien ce contrôle. Je vais revenir à votre schéma, votre figure 5-9. Voilà, pour terminer. Vous avez donc dans le follicule antral, au niveau donc à partir du jour J1, les follicules recrutables. Voilà, vous avez donc la formation des androgènes, c'est-à-dire androsténédione et testostérone dans la cellule d'attaque interne. OK. Ces androgènes, pour revoir un petit peu et en vitesse, de façon rapide, c'est à partir
de l'acétate ou à partir du cholestérol alimentaire, yani, qui est amené par le sang. D'accord. On va donc le cholestérol qui est le précurseur initial de tous les stéroïdes. La première, si vous vous rappelez du chapitre 2, il y a formation donc production de la prégnénolone. La prégnénolone, elle va donc être convertie en progestérone, hydroxyprogestérone et ensuite androstenedione, qui peut être convertie en œstrone ou en testostérone et la testostérone, elle peut être convertie en oestradiol. هلأ هالفلاش qui sont en ligne découpée, en traits découpés, pardon, c'est-à-dire cette cellule d'attaque interne, ça c'est en plus et je vais faire rapidement. La cellule d'attaque interne, elle peut, c'est juste pour vous montrer qu'elle peut donc euh, aromatiser, si je peux dire, ok, les androgènes en estradiol et en oestrone. Ok, mais elle est trop faible. C'est vraiment une quantité qui est très faible. D'accord? Donc, vous laissez ça à part. OK? Alors que cette coopération intercellulaire, yani la partie, la partie donc de l'ostradiol ou l'ostradiol folliculaire, si je peux dire, il est essentiellement fabriqué comment? Par coopération intercellulaire entre la cellule d'attaque interne et la cellule de la granulose. Comment? Voilà, l'androstenedione, surtout, voilà, il est donc acheminé, diffuse vers la cellule de la granulose. Cet androstenedione, il peut être donc converti en testostérone et la testostérone, elle va donc fabriquer ou produire l'ostradiol. OK? Voilà. L'ostrone, il est moins important. C'est essentiellement l'ostradiol qui va gagner la circulation sanguine. Et ceci, voilà, oh là là, ça va être donc au niveau du follicule préovulatoire ainsi que dans le corps jeune. OK? Donc, voilà, LH, comme vous voyez ici, la LH au niveau de l'attaque interne. Ensuite, la LH dans le follicule préovulatoire et corps jaune, elle va être acquise et fixée sur les cellules de la granulose. D'accord? Et la FSH, voilà, la FSH, elle sera responsable de l'aromatisation, c'est-à-dire la conversion des androgènes en œstrogènes et essentiellement l'œstradiol. D'accord? Donc, la source essentielle, presque quasi totale, de l'œstradiol, c'est c'est bien sûr la cellule de la granulose, d'accord? C'est la cellule de la granulose, alors que la source essentielle des androgènes, c'est la cellule d'attaque interne. OK? Donc, pour résumer, pour conclure, la cellule de la granulose est incapable de produire des androgènes. Les androgènes sont fabriqués dans la cellule de l'attaque interne. OK? La cellule de l'attaque interne, elle peut fabriquer, OK? Elle peut convertir les androgènes en oestrogènes. Elle peut donc fabriquer de l'ostradiol, mais c'est très, très faible et c'est très limité. Donc, c'est inconsidérable. D'accord? La cellule à granulose, c'est elle qui est responsable, c'est elle donc qui convertit les androgènes en oestradiol. OK? Et je répète, elle est incapable de produire des androgènes. Elle les emmène à partir de la cellule de l'attaque interne. C'est pour cette raison qu'on parle d'une coopération intercellulaire, fonctionnelle. OK? euh, biochimique, métabolique entre la cellule d'attaque interne et la cellule de la granulose pour donc fabriquer l'ostradiol. N'oubliez pas que l'ostradiol est essentiellement à partir du jour 7, c'est-à-dire à partir du follicule sélectionné. Donc, ce follicule sélectionné, il va être responsable de la fabrication d'œstradiol. Il va produire beaucoup d'œstradiol pour aboutir au pic d'œstradiol, ok, et le pic d'œstradiol qui sera à l'origine des deux pics LH et FSH ovulatoires. D'accord? Voilà donc concernant cette stérogenèse qui était un peu longue. Je vais donc
continuer pour la sélection du follicule dominant et son contrôle hormonal. Là, je dois, voilà, avant, quand même, un petit résumé, regardez, le contrôle neuroendocrine au niveau de l'hypothalamus GnRH, dans le système porte hypothalamo hypophysaire, l'adénohypophyse sécrète FSH et LH, FSH au niveau de la cellule granulosa, LH au niveau de la cellule interne, et ceci bien sûr pendant donc la phase précoce, si je peux dire, ok. Euh, alors que là, en s'approchant vers l'ovulation dans le follicule préovulatoire. OK? Regardez ici, au niveau de la cellule d'attaque interne, j'avais dit qu'elle est spécialisée, ces cellules d'attaque interne, dans la production des androgènes. Les androgènes sont acheminés vers la cellule granulosa pour être aromatisés ou convertis par l'aromatase en œstrogènes, essentiellement donc de l'ostradiol. Regardez cet effet de l'ostradiol intra, يعني paracrine intrafolliculaire. L'effet donc, l'effet de cet ostradiol qui stimule, ok, voilà l'effet positif sur l'aromatisation, يعني la conversion des androgènes par la cellule à granulosa pour produire le stradiol. هيك عم بحكي عنها cette boucle de rétrocontrôle positive, ok, ce feedback positif, ok, exercé par le stradiol ainsi que les androgènes en fait. Les androgènes quand même stimulent l'activité aromatase de la granulosa, d'accord, on en a parlé, et de ce fait, il y a formation, production d'œstradiol, ok, pour aboutir vers le pic œstradiol. N'oublions pas maintenant la production, j'avais dit, de l'inhibine sous l'effet de FSH. Ok, production donc par la cellule granulosa de l'inhibine sous l'effet de FSH. L'inhibine, en fait, elle a un effet paracrine, l'inhibine, sur la cellule de l'attaque interne. L'inhibine, elle stimule la stéroïdogénèse dans la cellule d'attaque interne. OK? Ne soyez pas surpris. L'inhibine, elle stimule l'attaque interne, la cellule d'attaque interne. L'activine, elle l'inhibe. C'est la cellule d'attaque interne, c'est la seule cellule qui est, OK, qui est stimulée par l'inhibine et qui est inhibé par l'activine. D'accord? Donc, c'est une exception. Alors, l'inhibine comme effet endocrine, regardez, en gagnant la circulation générale, elle va donc exercer un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse, donc sur la sécrétion de FSH, essentiellement de FSH, ok? Alors que les œstradiols, ok, les œstrogènes vont exercer un rétrocontrôle, un double rétrocontrôle négatif sur l'antéhypophyse et sur l'hypothalamus, c'est-à-dire la sécrétion de GnRH. On va voir comment ça se passe en fait, ce rétrocontrôle négatif des œstrogènes, ok, de l'ostradiol et de l'inhibine, ok, pour ralentir le pulse ou bien la sécrétion, diminuer la sécrétion de FSH surtout, d'accord? Et avec la diminution de la sécrétion de FSH, comment le taux diminué de FSH, il va contribuer, ok, au deuxième phénomène, si vous voulez, pendant cette croissance folliculaire de ces follicules recrutables, qui est donc l'étape de la sélection. D'accord? Tac. Ici, voilà, ici c'est proche de l'ovulation, d'accord? C'est pareil, GnRH, hypothalamo-hypophysaire. Il y a quoi en fait? Des fortes teneurs d'œstrogènes, on va revenir là, lorsque donc la concentration d'ostradiol, طبعًا dans le plasma sanguin, sanguine, elle est très augmentée, OK? Elle va donc effectuer, elle va, pardon, oh là, elle va effectuer,
voilà, un double rétrocontrôle positif sur la sécrétion de GnRH et par suite la sécrétion de LH et FSH. Bien sûr, on a un double pic, mais surtout un grand pic de LH qui va donc amener vers ces changements folliculaires et ovocytaires pour l'ovulation. Et la transformation ensuite, comme j'avais dit, l'effet de LH, et c'est la lutéinisation, c'est la phase lutéale qui va donc transformer le follicule qui vient d'expulser son complexe cumulo-ovocytaire, qui va donc stimuler ce follicule déhiscent en un corps jaune qui produit essentiellement la progestérone, l'œstradiol et l'inhibine. On va voir ça pendant la phase lutéale. OK? Donc, juste à comparer entre les 2 avant de terminer sur cette diapo. Regardez, lorsque l'œstradiol, il est formé, on va voir ça aussi sur le graphe, OK? Lorsque l'œstradiol, il est formé en fait, ou bien il est sécrété d'une façon lente et progressive, يعني relativement faible taux d'œstradiol, OK? Faible taux d'œstradiol et sécrétion, qui est relativement lente pendant plusieurs jours, OK? Pendant la première phase folliculaire, يعني du jour J1 au jour J6, J7 à peu près. Regardez comment l'estradiol, il exerce un rétrocontrôle négatif sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Alors que la concentration d'estradiol ou la teneur forte d'estradiol, ok, elle augmente et d'une façon rapide et pendant un temps relativement court, d'accord, par exemple 48 heures, elle exerce plutôt l'effet inverse. Elle a donc, elle stimule, elle exerce un rétrocontrôle positif. Elle exerce un rétrocontrôle positif alors sur l'axe hypothalamo-hypophysaire pour induire un pic de LH et pour induire alors l'ovulation et la lutéinisation post-ovulatoire en corps jaune. D'accord? Donc là, j'arrive à la sélection du follicule dominant et son contrôle, comme j'ai dit, son contrôle hormonal. Alors, au début de chaque cycle, comme on avait dit, au début de chaque cycle menstruel, voilà, je vais chercher. euh, Voilà donc les follicules recrutés, ce qui était déjà expliqué. Au début, donc, c'est le jour J1, ok, de la phase folliculaire du cycle ovarien. C'est la croissance terminale qui est gonadodépendante. Ok, voilà les follicules recrutables entre 2 et 5 millimètres. OK? Il y en a vers jusqu'à J6 vont continuer donc leur croissance et vont subir l'atrésie, alors qu'un seul qui va être sélectionné, c'est le follicule, OK, dominant, OK? Le follicule dominant qui va continuer pour former le follicule de Graaff, ovulation et formation du corps jaune. Voilà. Pareil ici. Voilà. Au début donc, on avait dit de chaque cycle. Au début de chaque cycle menstruel, il y a une cohorte, j'avais déjà expliqué, de follicules en trop, de jeunes follicules en trop, dont la taille comprise entre 2 et 5 millimètres. Continuent leur développement, ok, leur croissance folliculaire en plus grands follicules en trop. Alors, durant la première semaine, et là, suivez avec moi, la première semaine donc du cycle, il y en a du jour J1 jusqu'à à peu près 6e, 7e jour. D'accord? Regardez les niveaux donc de FSH, LH à peu près en plateau. D'accord? Et regardez en même temps les niveaux l'augmentation du taux d'œstradiol. OK? Dans la circulation sanguine طبعًا générale. طيب
Les niveaux de FSH, comme vous voyez, sont élevés, s'élèvent progressivement. N'oubliez pas ce que j'ai dit à la fin de la phase lutéale du cycle précédent, ok, qui s'élève progressivement et ceci qui donc stimule le recrutement des follicules privilégiés et le FSH à partir du jour J1 continue à augmenter progressivement. D'accord? Continue à augmenter progressivement, alors que les taux d'œstradiol, regardez, pendant ce temps-là, sont relativement faibles. Augmentent, c'est vrai, mais comme j'avais expliqué tout à l'heure, sont relativement faibles. Le taux d'œstradiol augmente progressivement, mais leur taux reste relativement faible. D'accord? Et pour voir un petit peu au niveau donc des jours, je vais donc projeter là, voilà, jusqu'à un moment où on observe un début de diminution. OK, regardez, diminution de taux de FSH. Et en même temps, cette diminution du taux de FSH, on va la corréler, je descends là, vers l'œstrogène avec augmentation, OK, de taux d'œstrogène ou bien œstradiol. Voilà, c'est là où ça se passe en fait, hein, la sélection du follicule, OK, dominant. Yani au 7e jour à peu près. D'accord? Donc, durant la 2e semaine de la phase folliculaire, yani à partir du 7e jour, le follicule dominant, voilà, il va poursuivre sa croissance qui est accélérée jusqu'au stade préovulatoire, ovulatoire, alors que les autres follicules recrutables vont entrer en atrésie. OK? Donc, regardez cette augmentation d'œstradiol ainsi que de l'inhibine qui n'est pas représentée. Je vous ai montré tout à l'heure comment les cellules de la granulosa qui sécrètent, OK, sécrètent l'inhibine B, OK? Donc, œstradiol, l'augmentation l'augmentation du taux d'œstradiol ainsi que de l'inhibine petit à petit vont donc effectuer un rétrocontrôle négatif sur FSH. D'accord? Sur FSH, LH reste un petit peu en plateau, ok, mais c'est essentiellement la sécrétion de FSH qui se trouve diminuée, ok, à partir donc du jour 7 de la phase folliculaire. Donc, cet effet-là de rétrocontrôle négatif sur la sécrétion des gonadotropines FSH et LH va aboutir quoi? Va aboutir à la sélection, ok, à la sélection donc de l'un de ces follicules. Donc la baisse de FSH à partir du jour 7 entraîne la sélection folliculaire, la sélection donc du follicule dominant. Cette sélection, en fait, coïncide avec une forte production d'inhibine et l'apparition des récepteurs ALH sur les cellules de la granulose. D'accord? Donc, il y a acquisition des récepteurs ALH sur ce follicule sélectionné et dominant. Donc voilà cette phase de sélection. La dominance, le follicule dominant, voilà, le follicule donc dominant qui va être le follicule de Graaff pendant la 2e semaine de la phase folliculaire. C'est celui qui a la plus grande taille et dont le seuil de réponse à FSH est le plus bas. Pendant la dominance, qu'est-ce qui se passe? Il y a une croissance et maturation de follicules préovulatoires. 2, il y a une régression pardon, par atrésie des autres follicules de la cohorte de follicules privilégiés. 3, il y a blocage de recrutement aussi de nouveaux follicules. D'accord? Pour permettre à ce follicule sélectionné et dominant de continuer son chemin vers l'ovulation et l'expulsion de l'ovocyte fécondable. D'accord? Voilà donc concernant le, les différentes phases, si je peux dire, OK, les différentes phases, c'est-à-dire le recrutement, différentes phases, enfin étapes
plutôt pendant la phase folliculaire, que ça soit la première semaine de la phase folliculaire et la deuxième semaine de la phase folliculaire amenant à l'ovulation pour donc amener à sélectionner un follicule et que ce follicule dominant va continuer pour sa maturation et sa croissance folliculaire pour l'ovulation. D'accord? Voilà donc ce follicule dominant qui est plus riche en récepteurs FSH. Là, vous allez nous dire que, voilà, comment cette croissance folliculaire du follicule sélectionné et dominant va continuer malgré le taux bas de FSH. OK? Malgré un taux bas de FSH, regardez quel âge elle est maintenue en plateau. Tac. En fait, c'est ce qu'on appelle au faible taux de FSH un seuil. On appelle le follicule dominant, c'est le follicule le plus gros et le follicule qui possède le plus de récepteurs FSH, donc le seuil de réponse est le plus bas. Le seuil de réponse est le plus bas, c'est-à-dire il peut continuer, OK? Il peut continuer malgré une concentration qui est affaibli, qui est diminué de FSH, OK? À partir donc, voilà, regardez, 12-13 jours, la concentration, elle est relativement basse de FSH, mais malgré ça, le follicule dominant, il peut continuer sa croissance et il peut continuer donc vers sa croissance folliculaire vers l'ovulation. OK? Donc, ça, ce follicule dominant, en fait, il a sa, la possibilité, si vous voulez, de continuer sa croissance pour pouvoir donc arriver à l'expulsion de son ovocyte au cours de l'ovulation. Voilà, donc je m'arrête ici et je continue tout à l'heure